Bonjour à tous, aujourd'hui dans le prolongement de la précédente vidéo que nous avions fait avec mon ami Sébastien Le Tocard, nous allons continuer cette série d'entretiens en abordant d'autres questions qui compléteront les points que nous avons vus la dernière fois et qui seront l'occasion d'en aborder de nouveau. Bonjour Sébastien. Bonjour Philippe Fabry. Alors, de quoi voulez-vous parler aujourd'hui? Je souhaiterais parler, comment dire, un petit peu être dans la continuité de la première vidéo qu'on a réalisée concernant le millénarisme islamique. Et, en fait, qui est dans la continuité, en tout cas, qui est corrélé de façon assez évidente. Et en fait, c'est un sujet qui nous concerne de manière très aiguë ici en Europe, puisque c'est la crise migratoire. Alors je voulais vous demander en fait tout ça a une sorte il y a un historique assez complexe autour de tout ça. Évidemment, c'est pas quelque chose qui arrive de manière soudaine et spontanée. Et ce que je lis et ce que j'entends souvent, c'est que les printemps arabes, le djihadisme, en fait, ont été les conséquences presque logiques d'interventions militaires occidentales et particulièrement les interventions américaines. Et puis alors on pense évidemment à l'Afghanistan, l'Irak et puis plus récemment la Libye avec l'intervention de Cameron et de Sarkozy pour renverser Kadhafi. Alors selon vous, est-ce que c'est une affirmation pertinente? Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, si oui ou non, hein, si cette affirmation est pertinente, quelles sont les principales causes endogènes et éventuellement exogènes de ces bouleversements dans le monde islamique, principalement au Proche et Moyen-Orient? Alors ça, ce sont des questions que j'avais un peu abordées dans les vidéos que j'avais faites consacrées à cette question sur la mécanique de l'histoire. Et c'est vrai que c'est intéressant d'y revenir en introduction, on va dire, à cette question du problème migratoire actuellement. Alors effectivement, on dit beaucoup que ces problèmes migratoires et plus généralement le chaos qui s'est déployé en particulier autour de l'État islamique, c'est-à-dire en Syrie et Irak, serait causé par les interventions occidentales qui auraient déstabilisé le monde arabe. Et par-dessus ça, en plus par-dessus cette perception qui peut être faite d'emblée par les gens, parce qu'ils voient que les États-Unis sont intervenus, maintenant ces zones-là sont dans le chaos, donc ils font un lien de cause à effet, hein, ce qu'on appelle la logique post-hoc ergo propter hoc, hein, après cela, donc à cause de cela. Ceci précède cela, donc on en déduit que ceci est la cause de cela. Bon, donc ça c'est ce que les gens se font. Par-dessus tout ceci se rajoute aussi, il faut le noter, une certaine propagande qui vient notamment du Kremlin, également de l'Iran, hein, puisque c'est l'Iran, l'axe irano-russe qui porte cette propagande-là, selon laquelle chaque fois qu'il y a une déstabilisation qui se tient dans un pays ennemi des États-Unis, eh bien ça a été organisé par les États-Unis. Hein. C'est le fameux thème des révolutions de couleur, hein, porté notamment par la propagande de Poutine, eh bien qui permet deux choses. Ça permet d'accuser en permanence disons, de jouer sur le syndrome de la forteresse assiégée, hein, c'est-à-dire que si on ne se défend pas, les autres regardez et c'est sans arrêt de nous renverser. Et ça permet également d'ôter toute responsabilité aux dirigeants de ces pays, et en particulier de délégitimer toute opposition. Hein, puisque si à chaque fois que vous dites, si à chaque fois vous pouvez dire que l'opposition, elle s'oppose à vous parce qu'elle est un agent de l'étranger, alors vous n'avez pas à discuter ses positions, vous n'avez pas à vous remettre en question, tout simplement. Hein. Donc, voilà, c'est l'argument d'autorité idéale. D'ailleurs, c'est proche, si vous voulez, de l'argument qui a toujours été celui des pays socialistes ou communistes, qui expliquaient toujours leurs difficultés économiques, non pas par le fait que le socialisme ne marche pas, hein, ce qui est la réalité, mais par le fait que les pays capitalistes complotaient comme eux. Hein. Et c'était le cas aussi en interne. Chaque fois que c'était particulièrement le cas au XXe siècle, ça a un peu disparu, mais c'est une mentalité qui existe un peu toujours. C'est si les réformes socialistes de l'économie ne marchent pas, c'est parce que les patrons ne jouent pas le jeu. Hein. C'est parce que les capitalistes font tout pour saboter les politiques socialistes. Voilà, c'est toujours ça, cette même idée-là. Donc on a donc cette perception des gens qui voient donc après les interventions américaines, c'est le bazar, donc c'est la faute des Américains. Et vous avez en plus une politique qui vient dire que oui, c'était fait exprès, et notamment au niveau du printemps arabe, hein, puisqu'en fait toute la rhétorique qui était déjà prête, la rhétorique russe, sur les révolutions de couleur, en Géorgie, en Ukraine notamment, et bien dès qu'il y a eu le printemps arabe, on a récupéré cette rhétorique pour dire regardez, ils ont fait la même chose qu'ils avaient fait en Géorgie, en Ukraine, ils ont fait la même chose dans le dans le Moyen-Orient. Hein.
et en particulier dans le monde arabe. Bon. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, évidemment, je ne conteste pas le fait que vous trouverez toujours sans doute des ONG américaines qui financeront en particulier l'opposition, etc. Mais je veux dire, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'il y a toujours des ONG qui financent tel ou tel camp. Et Poutine lui-même, il finance le Front National en France, donc il n'y a pas de. C'est pas déterminant. Ce qui est déterminant, je veux dire, vous ne faites pas une révolution à partir de rien. Des révolutions comme ça, avec des milliers de personnes qui descendent dans la rue partout, ce n'est pas manipulé. Depuis le début de l'histoire des révolutions, les gens qui sont contre la révolution ont toujours eu envie de croire que s'il y avait une révolution, c'est parce qu'il y avait eu une manipulation. Si vous vous souvenez par exemple de la Révolution française, je ne vais pas faire une trop longue digression, mais après la Révolution française, vous avez tout un tas de gens, notamment l'abbé Baruel, qui ont expliqué que c'était les francs-maçons qui avaient fait la révolution. Pourquoi, c'est quoi ce phénomène de fonctionnement? Eh bien, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ont du mal à accepter l'idée qu'il y a des mouvements de foule, des mouvements qui sont plus amples et qui ne s'expliquent pas simplement parce que des gens se sont rencontrés dans un coin sombre, hein, donc c'est une explication facile. Et en plus, si vous voulez, il y a un impact psychologique que je crois important, c'est que si vous êtes persuadé, et c'est ça qui pousse les gens à continuer à croire à ce genre de choses, si vous êtes persuadé que tel changement majeur a eu lieu dans la société parce que quelques petites personnes ont comploté pour le mettre en place, alors vous pouvez aussi espérer que si vous-même vous arrivez à faire un contre-petit complot, vous pourrez restaurer les choses comme elles étaient avant. D'accord? Et les gens comme l'abbé Baruel à l'époque, c'était des gens qui étaient horrifiés par ce qu'avait donné la Révolution, et ils espéraient pouvoir revenir en arrière. Ils disent après tout, si on fait l'inverse et qu'on élimine les francs-maçons, eh ben on arrivera à revenir dans l'état avant. Non, ça marche pas comme ça. L'histoire a un sens. Il lui arrive de faire des retours en arrière à très long terme, mais dans une trajectoire, elle a un sens. Et en l'occurrence, donc, une révolution, vous ne revenez pas dessus. Mais bon, ces gens-là, ils refusent de voir ça. Pour eux, la révolution, c'est forcément quelque chose qui est protégé, qui est provoqué par quelqu'un d'autre, donc c'est évitable. Donc ils refusent le caractère inévitable de certaines révolutions et le caractère inévitable de l'arrivée de la démocratie dans des sociétés qui ont atteint un certain niveau de développement au niveau de l'éducation, etc. Alors que ça, c'est une certitude. Selon une théorie marxiste d'ailleurs, qui est qu'il y a une fois que l'infrastructure a préparé l'arrivée de la démocratie, ben, la démocratie superstructure doit s'imposer. C'est comme ça que les régimes s'effondrent. Bon. Donc je reviens à mon printemps arabe. Le printemps arabe répond à ce genre de phénomène. On a des pays qui se sont libérés de la colonisation il y a une soixantaine ou 70 ans maintenant. Ces pays-là ne sont pas arrivés tout de suite à la démocratie parce qu'ils avaient des populations qui n'étaient pas prêtes à être des démocraties. Il faut savoir que les pays démocratiques dans le monde qui sont en dessous d'un certain niveau d'éducation de la population, ça n'existe pas. Pour que vous ayez une démocratie, il faut que la population soit suffisamment lettrée. En général, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir de l'agitation quand plus de 50% de la population sait lire et écrire. Ça a été le cas en Angleterre au XVIIe siècle et ça a été le cas en France au XVIIIe siècle. Et plus tard dans les autres pays d'Europe qui étaient un petit peu en retard de ce point de vue-là sur la France et l'Angleterre. Donc c'est lié à ça. Donc ce qui s'est passé après la décolonisation, c'est le socialisme arabe. C'est-à-dire que les élites, celles qui étaient capables de penser, donc les gens qui étaient éduqués, étaient trop peu nombreux pour que ce soit une démocratie. Donc ce sont devenus des régimes élitistes, assez proches de ce qu'étaient les monarchies absolues en Europe jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, qui ont essayé d'amener ce monde arabe dans la modernité. C'est-à-dire les femmes, la religion repoussée plutôt vers la sphère privée, des idéaux politiques qui viennent remplacer la pensée religieuse, l'arrivée de la technologie, etc. Bon. Ce qu'on a observé plusieurs siècles avant en Europe, c'est ce vers quoi je vais vous amener, si vous voulez. Je vous donne déjà un petit peu la conclusion, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence véritablement de nature entre ce qui se passe dans le monde arabe et ce qui se passe en Europe. Le monde arabe est juste un peu en retard. Donc considérez que ça c'est une mentalité qu'on a souvent dans les commentateurs. Des fois on dit oui, les Arabes, il leur faut un chef fort, ou les Russes, il leur faut un chef fort. Non, c'est pas vrai. C'est qu'ils sont au moment de leur développement où la démocratie n'est pas encore possible, mais c'est le chemin, d'accord, c'est le but. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que, en même temps que cette tentative d'entrer dans la modernité apparaissait, est apparu le courant contraire, qui est un courant de fort rejet de la modernité et de goût de la tradition. Et ça, c'était le fondamentalisme musulman. On a retrouvé la même chose en Europe dans les siècles passés. C'est-à-dire que tout ce qui était les mouvements d'abord traditionnels, contre-révolutionnaires,
puis ce qui a été, on a eu un retour à l'ordre moral et religieux au XIXe siècle très fort, après la Révolution française, qui était l'équivalent de ce que fait Erdogan en Turquie aujourd'hui. Hein. J'en avais parlé un petit peu la dernière fois en le comparant à 40 et au retour de la loi sur le blasphème qui avait été supprimée par la Révolution. Donc c'est le même mouvement, si vous voulez. Ce fondamentalisme, c'est une société qui est en ébullition même, hein, qui est dans cette sorte de phase de transition où elle doit passer vers la modernité, et où toute une partie de la société est prête à entrer dans cette modernité et souhaite cette modernité. Et vous avez toute une autre partie de la société qui, elle, rejette cette modernité parce que, alors pour tout un tas de raisons, pour des raisons religieuses, parce que ce que porte cette modernité peut paraître blasphématoire par rapport aux habitudes religieuses, pour des raisons sociales aussi souvent, parce que l'arrivée par exemple, d'une citoyenneté égale pour tout le monde, ça détruit tout un tas de privilèges, ça déclasse tout un tas de personnes qui avaient une situation avantageuse. Donc tous ces bouleversements, finalement, cette destruction de l'ordre social fait des victimes. Hein. Ça favorise les gens, mais ça fait aussi des victimes. Donc tout ça crée, finalement, si on modélise deux courants antagonistes, le mouvement qui veut entrer dans la modernité, qui a longtemps été le socialisme arabe, et le mouvement qui refuse cette modernité, qui est plutôt le fondamentalisme islamique. Le problème, c'est pas qu'il est islamique, hein, parce que je dis, en Europe, dans l'Europe chrétienne, c'était le retour plutôt à la foi, à l'Église, etc. Donc c'est disons les valeurs, la religion en tant que tradition, pas la religion en tant que religion, si vous voulez. Ce que vous décrivez là, en fait, ce sont tous les ingrédients pour une guerre civile. Alors oui, justement, alors j'y viens. Donc donc on a ce schéma-là, d'accord. Le socialisme arabe, pendant longtemps, a porté cette transition vers la modernité, mais il a atteint ses limites, parce que le socialisme arabe, le nationalisme arabe, ne permet pas d'aller jusqu'à la démocratie, puisque ça reste quand même fondé sur un pouvoir fort. Pouvoir fort qui malgré tout est nécessaire parce que la société est trop divisée pour que les choses se passent correctement. Hein. Les socialismes arabes ont toujours réprimé les mouvements traditionnalistes, notamment les frères musulmans, musulmans, voilà, qui est un mouvement les frères musulmans, c'est une sorte de fascisme musulman. Hein. C'est un peu au monde musulman ce que le fascisme a été en Europe, c'est-à-dire cette espèce de mélange de volonté d'égalitarisme social et de rébellion, notamment des plus pauvres, et de volonté d'un ordre inscrit dans la tradition. Hein. C'est dans ce sens-là que je l'entends. Mais donc à la fin des années 2010, le socialisme arabe donc est arrivé à sa limite, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus continuer, il était arrivé à la limite de ce qu'il pouvait porter comme modernité. Plus de modernité, c'était plus ce régime despotique, c'était l'entrée dans la démocratie. Or, ce régime despotique qui était apparu, il avait des intérêts propres. Hein. Comme l'était, là je refais la comparaison avec l'Europe de jadis, comme l'étaient les monarchies absolues en général, qui avaient été souhaitées par les peuples et par les théoriciens politiques. Il faut s'en souvenir, la monarchie absolue, elle ne s'est pas imposée comme ça simplement par la force. Elle était souhaitée par le peuple, qu'elle prétendait libérer de toutes les féodalités. On soutenait le roi parce qu'on préférait un roi qui était lointain et qui était censé vouloir l'égalité entre ses sujets à un seigneur qui était juste à côté qui venait vous réclamer de faire des corvées. Donc c'est un petit peu le même rapport avec le socialisme arabe. Simplement, il y a un moment où celui qui vous servait d'instrument d'émancipation devient votre despote, votre tyran. Hein. C'était le cas des monarchies absolues, ça a été le cas du socialisme arabe, avec Ben Ali, avec Moubarak, etc. Et donc il y a ce mouvement de renversement qui apparaît, où les peuples qui en plus, entre-temps, ont bénéficié de cet apport de la modernité, de l'ordre aussi, puisque c'est la fin des guerres intestines, la fin des féodalités, pour s'éduquer. Hein, et on s'aperçoit aujourd'hui que dans le monde arabe, le taux d'alphabétisation moyen correspond à ce qui était celui de l'Europe entre 1800 et 1850. Hein. Donc on voit vraiment que ce sont des choses qui sont liées. Et qu'est-ce qui s'est passé en Europe à l'époque? Eh bien, il y a eu le printemps des peuples. Le printemps des peuples, c'est partout en Europe, en 1848, il y a eu des révolutions, avec des soulèvements populaires, des barricades, etc. Sauf en Angleterre. L'Angleterre a été épargnée. Pourquoi? Parce que l'Angleterre était déjà une démocratie accomplie à ce moment-là. Hein, donc elle avait juste des problèmes d'extension du corps électoral, mais bon, c'est quand même secondaire. Et donc vous avez eu des problèmes en Allemagne, en Hongrie, en Autriche et en France. Et nulle part, ce mouvement n'a donné lieu à démocratie. C'est-à-dire partout il a échoué. Partout il a échoué, mais il a porté des semences, si vous voulez, qui ont fait que 30, 40, 50 ans plus tard, tous ces pays qui avaient été touchés par ce printemps des peuples sont devenus effectivement des démocraties. La France l'est devenue en 1870,
l'Allemagne a évolué lentement vers ce mécanisme-là aussi. Enfin, ça a été le cas dans toute l'Europe. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit alors, deux choses. Donc, ce n'est pas une manipulation, le printemps arabe, hein, puisqu'on a vécu exactement la même chose à l'époque en Europe, et on voit mal qui aurait pu manipuler ça à l'époque. Hein. C'était pas l'Angleterre qui tout d'un coup qui était les États-Unis de l'époque, qui avait manipulé l'ensemble des peuples européens. Hein, c'est pas vrai. C'est un mouvement spontané qui vient de l'évolution politique et sociale de peuples qui sont arrivés à ce niveau-là. Au niveau de l'éducation, au niveau de l'économie, hein, et qui cherchent plus de liberté individuelle, tout simplement, hein, qui se sentent prêts pour ça. Hein, c'est un petit peu comme des adolescents qui arrivent et qui ont besoin d'indépendance, hein, c'est pareil. Donc ça c'est le premier point, ce n'est pas un complot. Deuxième point, ce n'est pas parce que ça a raté à peu près partout, hein, c'est-à-dire le meilleur cas où ça s'est à peu près le mieux passé, c'est la Tunisie qui est encore là et là. Bon, ensuite, il y a des cas qui sont désastreux comme la Syrie ou la Libye. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ces pays, qu'il faut en tirer la conclusion que les pays arabes sont incapables d'avoir la démocratie, que c'est pas possible, qu'ils sont bons qu'à s'entre-massacrer, qu'il faut aller envoyer des soldats. Non. Non. En Europe, il n'y a pas eu besoin qu'on envoie des soldats extérieurs. C'est simplement qu'il faut attendre un peu, c'est normal, ça ne marche pas du premier coup, mais ça va venir. Après, il faut peut-être voir que ça va peut-être venir dans 30-40 ans. Donc ça ne vient pas tout de suite. Et ça, donc cette évolution à long terme, c'est lié à ce dont on parlait la dernière fois sur la fin du militarisme islamique. Hein. C'est-à-dire que les deux devraient coïncider. L'arrivée de ces sociétés démocratiques en Arabie et la fin du millénarisme islamique. Donc on retombe, si vous voulez, sur le même schéma, ou du moins la même conclusion. On a deux chemins intellectuels différents qui mènent vers la même conclusion, la fin du millénarisme islamique et la naissance de la démocratie avec un islam apaisé dans toutes les régions du monde arabe. Donc ça, c'est la deuxième conclusion, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas en tirer l'idée que ces pays-là n'iront pas vers la démocratie. Ils iront. Ils ne sont pas perdus. Bon. Donc parler d'hiver islamique, ça me paraît un petit peu excessif. On a simplement des sociétés qui sont en train de chercher leur équilibre. Disons que c'est le chaos actuel qui inspire cette expression d'hiver islamique, puisque peut-être que des personnes comme Bernard-Henri Lévy et d'autres qui voyaient, peut-être à raison, en tout cas il semble partager votre optimisme, mais peut-être que d'autres personnes en entendant cette expression de printemps arabe espéraient des résultats rapides, des changements rapides, et effectivement ces mutations prennent beaucoup plus de temps. Alors, ben, je pense que tout le monde s'est dit que ça y est, ils allaient enfin nous rattraper, qu'ils étaient à notre niveau, et que ben, dans 5 ans, la Tunisie serait comme en France, exactement pareil. Bon, ce sont des gens qui sont un petit peu emballés. Alors, dans l'émotion du moment, c'est vrai que c'était beau de voir ces foules renversées, donc on avait l'impression de voir les mêmes. On est allé un petit peu trop vite en besogne, surtout si on regarde l'histoire, c'est des choses qui prennent forcément beaucoup plus de temps. Ça prend quelques décennies. Bon, mais l'idée, donc si ces gens se sont trompés, c'est dans l'immédiateté des résultats, si vous voulez, qui n'arriveront pas. Mais ils ont raison à long terme. Donc aller expliquer qu'ils se sont trompés sur toute la ligne et que ces peuples-là sont pas capables, etc., que ce sont des musulmans arriérés, ça c'est trop, c'est pas admissible comme raisonnement, c'est pas vrai surtout. Bon. Donc j'arrive à ma troisième conclusion. Donc première conclusion, c'était pas manipulé. Deuxième conclusion, ça ne veut pas dire que les Arabes sont pas prêts à la démocratie. Troisième conclusion, ce chaos dans le monde arabe n'est pas la faute des interventions occidentales. Il aurait eu lieu de toute façon, hein, puisque je vous disais qu'en Europe, personne n'était intervenu en 1848, hein, c'est un mouvement profondément interne, mais là c'est pareil, c'est un mouvement interne qui vient de l'intérieur, qui vient d'une évolution sociale intérieure aux organismes sociaux, on va dire, de ces pays-là, et l'intervention américaine n'a été que quelque chose de surface. Et alors, pour ça, j'ai un petit raisonnement qui permet d'essayer de comprendre ce qui se serait passé. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui disent que c'est la faute des États-Unis, disent quoi? Ils disent les États-Unis ont bombardé en Libye, les États-Unis ont bombardé en Irak, et c'est le chaos. Bon. Sauf que les États-Unis n'ont pas bombardé en Syrie, à la base. Ils n'y sont pas allés. En 2012, Vladimir Poutine les en a empêchés. On s'en souvient. On disait que Barack Obama avait reculé alors qu'il était question d'y aller. François Hollande s'était beaucoup avancé, donc il avait été assez ridicule aussi avec ce recul. Mais donc la Syrie est le contre-exemple, si vous voulez, du fait que c'est pas parce qu'on est allé bombarder que ça finit. Au contraire, la Syrie est même le pays le pire, hein, dans la pire situation. Et pourtant, on n'est pas allé mettre de bombes. En plus,
Donc ce qu'on dit, c'est l'Irak a été un État failli, et donc c'est par là qu'est né l'État islamique. Mais il ne faut pas raisonner seulement sur ce qu'on a vu, mais également sur ce qui aurait pu être. Si Saddam Hussein n'avait pas été renversé en 2003, ça veut dire qu'il aurait été là au moment du printemps arabe en 2011. Et en vérité, on ne voit pas pourquoi Saddam Hussein s'en serait mieux sorti face au printemps arabe que Bachar al-Assad. Hein. D'autant plus que la situation interne de l'Irak était très voisine de celle de la Syrie. En Syrie, il y a une minorité à hauteur de 20-30% composée de minorités religieuses, notamment les alaouites, qui sont les musulmans auxquels appartient Assad, face à une majorité chiite, hein, de 70 une majorité sunnite, pardon, 70 à 80%. En Irak, c'est l'inverse, hein, il y a une majorité chiite de 70%, avec une minorité sunnite de 30% à peu près, et bon, les chrétiens aujourd'hui c'est négligeable, ils sont partis ou ils sont morts. Et Saddam Hussein ça rattachait à la minorité, c'est-à-dire au clan, à la minorité sunnite, d'accord? Donc, en fin de compte, il est très vraisemblable que si les États-Unis n'avaient jamais mis les pieds en Irak, l'Irak aurait fini dans la même situation dans laquelle il est aujourd'hui. C'est-à-dire, peut-être que Saddam Hussein aurait fini dans un réduit sunnite, alors que la majorité chiite, qui en plus aurait été agitée par l'Iran, hein, puisque l'Iran est chiite et aurait eu envie de prendre le contrôle de ces régions d'Irak. Donc l'Irak serait dans la même situation qu'il est aujourd'hui. La Syrie aussi, puisque la Syrie n'a pas vécu, encore, je le répète, d'intervention extérieure, donc elle serait dans le même état. Et la Libye, alors peut-être que Kadhafi serait pas mort, hein, il serait peut-être toujours là, mais il serait pas dans une situation beaucoup plus favorable que celle de Bachar al-Assad, hein, parce que sans doute qu'il y aurait eu aussi des djihadistes qui seraient venus se battre chez lui et contre lui, qu'il aurait été obligé de se réduire sur la Libye tripolitaine, c'est-à-dire le côté ouest, hein, la Cyrénaïque qui a été, avec Benghazi, qui a été le foyer de révolte le plus fort, aurait tenu aussi. Donc la Libye serait probablement à peu près dans le même état qu'elle est aujourd'hui, et le reste du Moyen-Orient aussi. Donc en fait, les États-Unis ne sont pas du tout responsables du chaos au Moyen-Orient. Les États-Unis sont responsables d'autres choses, notamment d'avoir dépensé des milliards, des milliers de milliards dans des guerres qui n'ont servi strictement à rien. La preuve en est que la région est dans le même état où elle serait aujourd'hui s'il n'avait jamais intervenu. C'est Donc, d'ailleurs un argument de campagne électorale pour Donald Trump. voilà, Donald Trump, alors Donald Trump, pour moi, il se trompe dans le sens où il dit le monde serait mieux si on n'avait pas renversé Kadhafi ou Saddam Hussein, parce que de toute façon, Kadhafi et Saddam Hussein auraient probablement été renversés de toute façon. En revanche, là où il a raison, c'est qu'ils auraient perdu beaucoup moins d'argent pour rien. Ça, c'est certain, ils n'auraient pas perdu des sommes folles pour des interventions militaires qui aujourd'hui les mettent un petit peu plus en difficulté parce que ils ont dépensé beaucoup d'argent pour rien, et aujourd'hui qu'il y a des dangers plus importants qui apparaissent, notamment la Russie de Vladimir Poutine, ou encore les tensions en Chine qui s'accentuent pratiquement de jour en jour, hein, en ce moment dans la mer de Chine, c'est de l'argent dont le gouvernement américain aurait eu bien besoin. Enfin, donc cette responsabilité des États-Unis dans l'état du Moyen-Orient, elle est finalement quasi inexistante. Hein. Alors, sans doute, peut-être, ils ont fait des morts qui n'auraient pas été là, mais ils ont peut-être aussi épargné d'autres morts qui auraient été là, qui auraient été là s'ils n'étaient pas intervenus. Mais On peut globalement, faire beaucoup de suppositions et réécrire l'histoire à l'infini de toute voilà, façon. voilà. Sur le détail, on peut faire beaucoup de suppositions, mais sur le global, si vous voulez, il y a une chose qui est certaine pour moi, c'est que ces régions-là seraient dans le même état si les États-Unis n'étaient pas intervenus. Et elles sont dans l'état où elles sont, même si les États-Unis sont intervenus, parce que c'est un phénomène interne que j'ai décrit il y a quelques minutes. Ici, on parle des printemps arabes, mais et on l'avait évoqué dans la précédente vidéo, il faut pas oublier que en Iran, en 2009, il y a eu des révoltes, notamment des révoltes étudiantes, extrêmement fortes. Donc, est-ce qu'il pourrait aussi y avoir un printemps perse, entre guillemets, enfin, on en a déjà parlé avec cette histoire de deal d'Obama, du coup de dé, comme on appelait ça. Donc, peut-être que la même dynamique est en route aussi sur le long terme en Alors, Iran. tout à fait. Surtout qu'en Iran, je l'avais un petit peu évoqué la dernière fois, l'Iran est un pays qui est de très vieille civilisation, très éduqué. Sans doute, c'est un pays qui est plus éduqué, alors peut-être pas énormément, mais qui a une population qui est plus éduquée que le reste de l'ensemble du monde arabe. Hein. Donc c'est pas étonnant finalement même qu'il ait eu quelques années d'avance sur le printemps arabe en, dans le reste du monde arabe. Et je pense qu'effectivement, à long terme, c'est vers ça qu'ils vont, mais ça, on en avait parlé dans la dernière vidéo,
les spectateurs pourront s'y référer. Mais je voulais aussi peut-être ajouter que euh, quand on parle de djihadisme et que les attaques que l'Europe ou même les États-Unis subissent, c'est en raison de leur politique militaire. En fait, on peut très bien prendre d'autres exemples, ceux de la Thaïlande. Le sud de la Thaïlande, par exemple, ou les Philippines aussi, où la communauté chrétienne aux Philippines subit souvent des attaques terroristes, des explosions ou des assassinats, des meurtres de masse dans des églises, etc. Ça arrive aussi de la part de djihadistes ou de terroristes islamiques. Et on ne peut pas dire que la Thaïlande ou les Philippines soient en train d'intervenir militairement dans des pays musulmans. Donc Tout à fait. Alors, l'explication systématique, le terrorisme islamique s'explique par la politique militaire ou interventionniste occidentale, enfin, ne repose finalement non, sur rien. c'est même complètement faux. Le... Alors j'avais écrit des articles là-dessus. Le terrorisme islamique aujourd'hui, c'est au monde musulman ce qu'ont été les terrorismes communistes et bolcheviques à l'Europe et à ce qu'on peut appeler le monde chrétien, hein, puisque c'est assez pareil. C'est une sorte. Déjà, ça se fonde sur une hérésie. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. C'est quand les musulmans disent c'est pas ça l'islam, de leur point de vue, c'est vrai. Parce que pour eux, si vous voulez, ce qu'est le millénarisme hein, musulman, qui porte le djihadisme, qu'on avait évoqué la dernière fois, c'est une hérésie. Et dans la plupart des grandes religions, ce qu'on appelle le millénarisme, c'est-à-dire la volonté d'établir un règne religieux, un paradis sur terre sur les fondements religieux, d'après donc les fondements de cette religion, est une hérésie. Hein. Dans la doctrine catholique, par exemple, qui est un catéchisme, un gros bouquin dans lequel sont écrits tous les préceptes du catholicisme, vous avez, alors je ne me souviens plus du numéro du paragraphe, mais vous avez un paragraphe qui condamne le millénarisme comme hérésie. Hein. C'est quelque chose qui est absolument repoussé. Alors pourquoi on le fait? Parce que dans l'histoire, il y a des gens qui ont essayé de le faire, hein, qui ont essayé d'établir le règne de Dieu sur terre. Et c'est assez. Alors un des exemples les plus frappants, c'est les anabaptistes de Münster au XVIe siècle, qui ont pris la ville, qui ont nommé un roi qu'ils ont estimé descendant de David, etc. C'est exactement comme ce que j'évoquais sur les juifs et les musulmans. Les musulmans radicaux la dernière fois, c'est-à-dire ils ont essayé de faire un petit royaume local, ils ont fini par se faire massacrer par les princes voisins et tout est rentré en ordre. Hein. Mais c'est la même quête millénariste. Et il y en a d'autres avant aussi. Hein. Savonarole au XVe siècle à Florence, c'était pareil, c'était également du millénarisme. Hein. Le millénarisme a toujours été condamné. Et dans l'Europe chrétienne, le bolchevisme était une nouvelle forme de millénarisme. Hein. Les lendemains qui chantent, l'humanité nouvelle. Le Hein. millénarisme athée Voilà, exactement. et matérialiste. L'international sera le genre humain. Hein. C'est cette idée-là. C'était l'idée de véritablement créer un paradis terrestre. Cela Et dit, moi je ne suis pas tout à fait convaincu que les djihadistes ne suivent pas le modèle du prophète. Le prophète était quand même un guerrier, il a mais commis des ils le meurtres de suivent si vous masse. voulez, mais si vous regardez comme ça, vous aviez des tas Savonarole était persuadé de suivre l'enseignement du Christ aussi, hein, les bûchers des vanités, Le Christ n'a tué personne. la vie d'ascèse. Alors le Christ, c'est vrai que le Christ n'a tué personne, mais vous avez toujours eu des gens pour lire certaines. Vous avez une parabole. D'ailleurs, c'est dernièrement, c'est qui? C'est le journaliste, comment il s'appelle? De Canal+, là, 90 minutes enquête. Morera, c'est ça? Qui avait expliqué qu'il y avait des textes violents aussi dans l'évangile. Notamment, il citait la parabole où Jésus raconte l'histoire de ce maître qui, en général, dans les paraboles chrétiennes, représente le Seigneur, hein, représente Dieu, qui demande d'aller chercher les gens qui lui ont désobéi et il dit égorgez-les devant moi. D'accord? Eh bien, vous avez des gens, donc Morera explique, regardez, dans l'évangile, il y a des gens qui tuent. Bon, alors, la plupart des catholiques de bonne foi lui ont dit, non mais c'est pas vrai, ça en plus c'est une parabole de Jésus, donc Jésus n'ordonne à personne d'égorger. Cela dit, vous savez que moi j'ai déjà parlé avec des chrétiens fondamentalistes,
en particulier des catholiques, ce qu'on appelle les plus fondamentalistes, sont enfin, c'est pas des fondamentalistes, ce qu'on appelle les sédévacantistes, sont des gens qui sont persuadés que le siège apostolique, c'est-à-dire le siège du pape est vacant. C'est-à-dire ils expliquent que le pape actuel est un antipape. Hein. Alors vous en avez toujours eu des gens comme ça qui disent ce pape-là, c'est parce qu'ils l'aiment pas, donc ils disent c'est un faux pape. Donc il y avait des gens qui disaient ça de Léon XIII, il y en a qui ont dit ça de Pie XII, il y en a qui ont dit ça de Paul VI, etc. Et bon, il y en a qui pensent aujourd'hui que le Saint-Père est toujours pas un vrai pape. Hein. Donc vous avez toujours des gens qui disent ça, mais ces gens-là pense effectivement que dans une société catholique, on devrait avoir le droit d'attraper les gens qui ne sont pas catholiques ou qui blasphèment, etc., et de les égorger. Vous avez des gens qui le croient, hein. Alors que Jésus n'a jamais dit ça, et au contraire, vous avez même des passages de l'Évangile, vous savez, c'est les passages du bon grain et de l'ivraie, où Jésus explique qu'à la fin, le bon grain est... Donc il ne faut pas essayer de séparer le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire le mauvais grain, et qu'à la fin, il y aura... qu'à la fin, on arrachera l'ivraie et qu'on la brûlera. Mais c'est d'ailleurs très intéressant, c'est un passage de l'Évangile, ça fait partie des rares passages de l'Évangile où juste après, Jésus prend à part les apôtres et leur explique ce qu'il a dit, hein, pour être sûr d'être bien compris. Et il leur dit, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas chercher à châtier les méchants, ils le seront au jugement dernier par les anges, mais pas par vous. Donc c'est au contraire une interdiction d'essayer d'établir la justice de Dieu sur terre. C'est une interdiction du millénarisme, en fait, si vous voulez, dans le texte. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui ne pensent pas à ce texte-là et qui pensent à égorger-les. Donc des gens qui sélectionnent dans un enseignement ceux qui veulent pour tuer, ils le feront toujours. C'est des gens qui veulent tuer. D'accord ? Donc vous aurez toujours des gens qui vous... Donc le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent tuer. Et le problème, c'est quand ces gens trouvent matière dans une... À une époque, les gens qui voulaient tuer, ils tuaient des patrons. Hein. Les brigades rouges qui ont fait des dizaines, je crois que ça chiffre même en centaines de morts durant les années de plomb en Italie. Vous aviez eu la fraction armée rouge de la bande Abadère, vous avez eu Action Directe en France. D'ailleurs, Royan, l'ancienne d'Action Directe, qui a été condamné pour meurtre, si je me souviens bien, pour terrorisme, aujourd'hui, alors je sais plus, ça a tourné il y a quelque temps sur les réseaux sociaux, une interview de lui dans laquelle il explique qu'il trouve du courage aux combattants de l'État islamique. Parce qu'en fait, ces gens se reconnaissent entre tueurs nés, si vous voulez. Ce sont des gens qui sont brutaux, qui veulent tuer. Donc en fait, On pourra peut-être y revenir ultérieurement, mais je ne suis pas persuadé que le Christ soit le même modèle moral que le prophète Mahomet. Mais je voudrais revenir sur le sujet enfin, du problème des migrations, oui. des migrants, etc. En fait, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a une résonance en vous, les termes islamisation de l'Europe ou même l'expression grand remplacement donc de la population européenne par des peuples autres? Alors, ces expressions sont quasiment des synonymes à peine euphémistiques du terme invasion, en fait, hein. Donc, est-ce que ce sont des perceptions exagérées et outrancières qui déforment à l'excès la réalité? Bon, dont on ne peut nier cependant des faits violents indiscutables. On voit, je vais même remonter jusqu'aux émeutes de 2005 en France, qui ont été clairement des émeutes entre guillemets ethniques, ou à composante en tout cas ethnique et religieuse. Le communautarisme islamique est de plus en plus présent en Europe du Nord et de l'Ouest, en tout cas l'Europe de l'Est est entre guillemets épargnée. Je pense aux agressions sexuelles dans diverses villes d'Allemagne lors des fêtes du Nouvel An 2015-2016, tout récemment donc. Tout ça, ce sont quand même des manifestations indiscutables d'une forme d'islamisation, puisque les viols de groupe, ça s'appelle le taharouch en islam, donc c'est un jeu de viol sexuel, donc de viol, d'harassement sexuel plutôt sur une femme. Et alors, est-ce que islamisation de l'Europe ou grand remplacement, ce sont des expressions paranoïdes, ou alors est-ce que c'est une expression lucide d'anticipation de notre avenir? Alors, une islamisation de l'Europe, je dirais que démographiquement, on ne peut pas la nier pour une raison assez simple finalement, c'est que si vous remontez en 1940, la population musulmane de l'Europe c'était 0%. Hein, ou peut-être avec une mini-virgule, mais enfin, c'était vraiment négligeable. J'accepte les Balkans qui avaient été longtemps sous domination ottomane, hein, mais l'Europe, disons, occidentale essentiellement, et l'Europe du Nord était vide de population musulmane ou quasiment.
Là où ça, donc aujourd'hui, on est dans des pays, alors en France, on doit être à 8 ou 9% de population musulmane. En Allemagne, c'est la moitié, je crois. En Belgique, c'est un taux voisin. Enfin bon, c'est toujours entre 5 et 8-9% de population musulmane dans les grands pays européens, sauf au Portugal où c'est très négligeable. Bon, Les statistiques ethniques sont parfois interdites dans certains pays. Donc on oui, a, mais, au niveau de la France, on dit entre 5 millions, voire d'autres disent 10 millions, donc c'est assez flou. ouais, enfin, en général, disons que pour une moyenne, on est autour de 8-9%. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des moyennes, la France a 2 fois plus de population musulmane que ses voisins, ce qui paraît assez conforme à ce qu'on observe dans la rue. Donc, je veux dire, je pense pas qu'il y ait véritablement de bidouillage statistique à ce niveau-là. Mais je veux dire, 10% de population d'une culture extérieure, d'une religion qui n'existait pas en 70 ans, c'est énorme en soi, hein. Donc islamisation, oui, il y en a une. Il n'y a pas d'islamisation dans le sens où c'est pas la population française qui s'islamise. C'est une population musulmane qui est venue vivre en France, qui est restée musulmane. Vous avez quelques cas de convertis qui sont pas des millions, hein. Voilà, alors c'est un mouvement qui existe quand même, mais je pense que ça doit être quoi, enfin, à vue de nez, ça doit pas faire, on ne doit pas arriver à 10% de la population musulmane actuelle, quoi, de convertis, loin de là, à mon avis, hein. C'est essentiellement quelque chose de culturel. Alors ce mouvement-là, en soi, si vous voulez, ça répond à ce qui existait dans l'Antiquité. J'en avais parlé la dernière fois avec les populations juives. Les locaux étaient souvent très inquiets de l'arrivée de la population juive et de son accroissement. Ça avait fait le même phénomène. Pourquoi? Parce que celui qui est très différent, vous le voyez beaucoup. Hein, parce que, bon, vous pouvez dire, vous savez, si vous regardez, vous pouvez dire qu'en Angleterre, par exemple, il y a eu une force francisation de la population, hein, parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas 400 000 Français à Londres en 1940, hein. Ils y sont aujourd'hui. Bon, mais ça se voit moins parce que le français n'est pas tellement différent de l'anglais, alors que le maghrébin est plus différent du français parce qu'il l'est non seulement. Alors, physiquement, c'est assez négligeable, hein, si vous prenez les populations de la côte méditerranéenne La différence entre un française. Sicilien Voilà, ou un voilà, Tunisien au niveau des phénotypes bon, voilà, au sont... niveau des phénotypes, la différence de trucs, mais bon, c'est la différence de comportement, la différence de culture, etc. En particulier par le fait que je l'expliquais tout à l'heure, ce sont des populations qui n'ont pas exactement le même niveau de développement. C'est pas du tout raciste ce que je dis, hein, c'est une question de temporalité, hein, donc c'est par rapport à l'avancement même pas culturel, c'est pas les cultures que je compare, mais disons le niveau d'éducation globale des populations. Un médecin est aussi formé en Algérie qu'en France, mais disons que par rapport à la population, le nombre de gens éduqués est inférieur. C'est des questions de moyenne, ça, et c'est des statistiques qu'on a. Donc le fait que la population européenne voit ça et vive ça, en soi, c'est tout à fait compréhensible. Et encore une fois, vu les chiffres sur 70 ans, c'est pas étonnant. Après, le grand remplacement, c'est un petit peu différent de l'islamisation. C'est-à-dire, c'est l'idée. Alors, je suppose là aussi qu'il y a un spectre, hein, c'est-à-dire des gens qui pensent juste que il y a trop d'immigration, jusqu'aux gens qui sont persuadés qu'on va être attaqué. Mais enfin, en général, derrière des grands remplacements, il y a l'idée que les élites veulent remplacer le peuple. C'est-à-dire faire venir des Maghrébins ou des Africains pour remplacer le peuple parce qu'il y aurait une haine du blanc, etc. Bon. Je ne pense pas en tout cas que ce soit la pensée de Renaud Camus. Je pense que lui fait plutôt une analyse de la situation actuelle. Donc Renaud Camus, Alors, c'est l'écrivain français donc, qui est à l'origine de cette expression-là. oui, je Et vois, je vois. c'est plutôt les dynamiques démographiques et puis le phénomène d'accélération dû à la crise migratoire. Alors voilà, alors simplement la thèse du grand remplacement, elle a un point de mire, c'est qu'elle se dit qu'à un moment on va être remplacé. Bon, juste pour revenir sur l'explication de ce problème, parce qu'il y a quand même cette idée de on fait venir beaucoup de gens, et il y a aussi quand même quelque part une volonté, hein, c'est le projet eurabien, hein, de soumettre l'Europe, hein, bon. En réalité, le problème c'est que l'Europe est très saint-simonienne dans sa conception. À la base, le projet européen n'est peut-être pas tellement, mais la France est particulièrement saint-simonienne, donc elle a transmis ça. Qu'est-ce que c'est le saint-simonisme? C'est la théorie de Saint-Simon, donc un philosophe du 19e siècle, selon lequel la société devait être dirigée par ses savants, les médecins, les ingénieurs, etc., qui devaient organiser la société, finalement la régler comme une horloge pour qu'elle ait un fonctionnement optimal, hein. C'est du proto-socialisme, et surtout, si vous voulez, c'est l'idéologie technocratique, en fait c'est ça, hein. On va prendre des gens qui savent,
les mettre aux commandes, et ils vont tout régler l'horloge pour la prospérité de tous. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'Europe des États-providence, les gens se sont mis à faire moins d'enfants, et tout comme ils pensent qu'il leur revient de régler l'économie, les technocrates pensent qu'il leur revient également de régler la démographie. Et que donc, s'il y a un déficit démographique dans certains pays, c'est pas le cas aujourd'hui en France, ça l'était à une époque, puisqu'il y avait cette question des retraites, avec le régime par répartition. Aujourd'hui, l'Allemagne a ce problème parce qu'elle a un déclin démographique. Les Allemands n'ont pas d'enfants, ils ont une population qui se réduit comme celle du Japon. Et donc, dans l'idée technocratique, il faut prendre de la population ailleurs. Il faut Justement, remplacer. ça c'est un des points développés par Renaud Camus, c'est qu'il dit que ces politiques migratoires ont quelque chose de totalement cynique, c'est de faire venir les gens simplement pour payer nos retraites. Alors, Il dit que je sais pas si il développe cette idée que les êtres humains sont remplaçables comme le sont des marchandises en fait. alors ça c'est vrai. Voilà, j'allais venir à ça. Je pense même pas que ce soit du cynisme. C'est que dans cette idéologie, on peut calculer. Donc finalement, on calcule des C'est masses. utilitariste peut-être. Donc, alors, je sais même pas si c'est utilitariste. Disons que c'est une vision comptable de la réalité. C'est une raison comptable des êtres humains. On se dit, pour que les gens soient heureux, il faut que l'économie fonctionne tellement de trucs et tout. Ici, il nous manque de la main-d'œuvre, il faut venir de la main-d'œuvre. Sans prendre en compte le paramètre de la culture, qui est-ce que les gens préfèrent avoir des gens pour payer leur retraite, ou est-ce qu'ils préfèrent qu'on change de régime de retraite plutôt que de faire venir des immigrés. Ce qui est Et ça ne tient pas compte non plus voilà. de l'évolution technologique, de la robotisation aussi. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Donc si vous voulez, alors c'est pour ça que moi je ne vois pas le grand remplacement, parce que vous avez des gens qui l'utilisent dans ce sens-là. Je ne vois pas le grand remplacement comme une sorte de projet génocidaire de l'homme européen blanc et chrétien par l'arrivée de... Non, je pense qu'effectivement c'est plutôt quelque chose d'économique. On a fait venir des populations parce qu'on avait un besoin économique. Et le technocrate en général réfléchit problème par problème. C'est-à-dire il apporte une solution entre guillemets à un problème qui elle-même crée un autre problème, et à ce moment-là, c'est le temps de régler ce problème. Mais on n'anticipe pas les problèmes, si vous voulez. On peut quand même reconnaître le fait que beaucoup des personnes de cette immigration, je vais dire, c'est surtout dans les années 70, oui, c'était une main-d'œuvre qui était massivement utilisée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans la plupart des pays européens où il y a des États-providence, ceux qui dépendent de cet État-providence sont pour la plupart issus de l'immigration musulmane de deuxième, troisième génération. Mais c'est la même chose pour les communautés turques en Allemagne, par exemple. Énormément de gens, ou alors ce sont des gens qui travaillent qui font du travail au noir, mais l'économie ne bénéficie plus du tout de cette immigration, et je pense qu'il y a énormément d'Allemands et d'Européens qui, face au discours euh, angélique, sans faire de mauvais jeu de mots, d'Angela Merkel, en voulant accueillir 800 000 ou 1 million de personnes, tout en sachant très bien que finalement, très peu de ces personnes qui arrivent ici, et comme vous le dites vous-même, ils ont un niveau d'alphabétisation ou de connaissances ou de formation professionnelle nettement plus bas que l'Européen moyen. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que cette soi-disant main-d'œuvre qui va redynamiser notre démographie, notre économie et payer nos retraites? Alors, pour ce qui est de la main-d'œuvre, alors déjà, des gens qualifiés, il y en a quand même dans ceux qui viennent, notamment parce qu'on sait que pour payer les passeurs, sinon ils n'y arriveraient pas. Cela dit, au niveau de la qualification, il y a aussi un autre problème, c'est que ce qui fait l'apport de l'immigré, très souvent, dans les sociétés qui accueillent des immigrés, c'est pas forcément son niveau de formation, c'est son esprit d'entreprise. En général, les immigrés sont entreprenants. Hein. Vous ne faites pas un long voyage, souvent difficile, pour aller vous installer dans un pays que vous connaissez pas, où vous ne parlez pas la langue, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a une mentalité entreprenante. Hein. Vous ne faites pas ça juste pour aller toucher les aides sociales, en général. Hein. Surtout si vous laissez tous vos biens derrière pour venir toucher l'aide sociale, ça n'a pas trop de sens. Donc en général, quand vous faites ça, c'est pour essayer d'aller travailler. Ceux qui ne travaillent pas, ou qui n'ont pas envie de travailler ou quoi, c'est plutôt des immigrés de la deuxième, troisième génération, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait le voyage. Hein. Mais ceux qui font le voyage, en général, ils viennent pour travailler. Ceux qui sont Bon, nés sur place en fait. voilà, ceux qui sont nés sur place. Mais quand vous venez pour travailler, vous voulez travailler. Le grand problème d'un pays, alors en particulier comme la France, c'est qu'il stérilise sa main-d'œuvre immigrée. C'est-à-dire que si vous êtes un immigré qui arrive en France avec un grand esprit d'entreprise, on ne vous laisse pas ouvrir
une baraque à frites dans la rue où vous voulez. Non, il faut remplir des formulaires, etc. Je veux dire, pour faire des frites, vous n'avez pas besoin de parler forcément français, hein. Vous pouvez baragouiner, il n'y aura pas de problème, hein. Ce qui est un truc qu'on voit souvent, ça fait par alors peut-être que c'est en train de diminuer, mais dans la culture américaine, le type qui parle à peine la langue mais qui fabrique des hot dogs, il y en a partout, hein. Ou le type qui parle à peine la langue et qui fait le taxi, on en voit. En France, vous ne pouvez pas venir prendre une voiture et faire le taxi, c'est interdit. Bon. Donc, si vous voulez, on interdit, on castre l'esprit d'entreprise des gens, on les laisse éventuellement venir quand même, mais ensuite on leur interdit de travailler. Donc ce sont des gens dont l'État et dont la politique économique annule l'avantage économique que peut apporter un immigré. Donc ça c'est quand même terrible. Je veux dire, pour être un pays qui accueille bien l'immigration et auquel profite l'immigration, il faut la laisser travailler. Si on l'empêche de travailler et qu'on on la condamne éventuellement à faire du travail au noir, etc., ça marche pas. D'ailleurs, Je pense que ce problème s'adresse aussi aux populations autochtones, parce qu'il y a d'autres formes de réglementation qui oui, empêchent le belge ou le français moyen ou qui est sur le chômage de retrouver facilement du travail. oui, tout à fait. Et puis vous avez notamment un phénomène qui est connu, c'est le phénomène des adolescents qui vont travailler dans les trafics sur le marché de la drogue, qui vont faire le guetteur ou ce genre de choses. Pourquoi? Parce que d'un, ils n'aiment pas l'école, et ça peut se comprendre. Il y a des gens à 15 ans, ils n'ont plus envie d'aller à l'école, hein. Bon, voilà. Et deux, on leur interdit de travailler malgré tout. Donc ce sont des gens qu'on condamne soit à aller dans ce qui est pour une prison morale, l'école, qui ne supportent pas, ils vont s'ennuyer toute la journée, soit à rester chez eux à rien faire. Et sauf que rester chez eux à rien faire, ils ont envie de faire des choses, seulement pour faire des choses, il faut de l'argent, mais on leur interdit de travailler. Donc ils vont au seul endroit où ils peuvent travailler, c'est-à-dire dans des trafics. Je pense pas que les gens qui sont prêts à faire du deal toute la journée en restant, en sifflant les gens sur les places pour leur demander s'ils veulent de l'herbe, je pense pas que ces gens seraient pas capables de travailler à McDo, ou à faire ce genre de travail, n'importe quoi, à faire ce que font beaucoup de jeunes américains, c'est-à-dire vous remplir vos sacs de courses à votre place à la sortie du supermarché. Ils sont payés une misère, mais c'est un premier boulot, ça permet de travailler. Je suis pas sûr qu'ils soient plus mal payés qu'un guetteur qui surveille juste que la police arrive. Donc il y a aussi, ça c'est sûr, il y a tout un problème qui condamne des gens à ne pas travailler. Mais ça c'est ce qu'on appelle le choix du chômage qui est fait en France, c'est-à-dire des conditions de travail très protectrices pour les gens qui travaillent, et pas du tout de conditions de protection pour les autres qu'on condamne à l'assistanat. Ça c'est un autre problème, mais c'est un problème économique au fond, ça c'est pas migratoire. Oui, il y a l'argument économique, c'est souvent cet argument-là qui est employé pour dire que c'est l'économie qui permet d'intégrer les gens. Personnellement, j'en suis pas vraiment persuadé. Je pense qu'il y a des données anthropologiques euh, qui expliquent que, comme le disait le général de Gaulle, on ne peut pas mélanger de substances qui ne peuvent pas se mélanger. Donc, je pense qu'il y a malgré tout une certaine peut-être porosité parmi une certaine partie, un certain pourcentage de cette population qui finit par adhérer au modèle de vie européen. Mais ce que je constate et que je crois des millions d'Européens constatent, c'est qu'il y a une partie très importante malgré tout des populations musulmanes qui ne s'intègrent quasiment pas du tout. Mais Et alors je ça, veux vous savez, dire, je pense pas que ce soit tellement le problème que les gens, parce qu'après tout que les gens s'intègrent, qui viennent parler avec les autres, qui fassent les mêmes fêtes de village, c'est pas un problème, je veux dire, on s'en fout. L'important c'est que les gens ne se tapent pas dessus, surtout. Vous avez des quartiers où vous avez essentiellement des asiatiques qui ne tapent sur personne, qui ont peut-être pas envie de se mélanger avec le reste de la population autochtone, mais ça ne pose de problème à personne. Donc, le communautarisme ne pose des problèmes que quand il est source de tension et de violence. C'est là qui pose des difficultés. L'intégration économique, normalement, suffit à régler cet aspect violence. C'est-à-dire, les gens qui sont intégrés économiquement n'ont pas recours à la violence. Après, qu'ils restent dans leur coin, normalement, ça n'est pas un problème. C'est dans ce sens-là, si vous voulez, que je dirais. Après, l'économie ne réglera jamais le problème des psychopathes et des gens qui veulent tuer. Là aussi, je le répète. C'est comme ça que vous avez plein de terroristes qui sont des médecins, par exemple. Et ceux-là, par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau économie, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut interdire toute une catégorie d'immigration, surtout d'immigration de travail, au prétexte que certains de ses membres font ça. Parce que des psychopathes, il y en a partout. Après, il faut surveiller étroitement ceux qui risquent de l'être, je pense. il est évident que quand on va se promener, enfin moi qui suis belge, quand on va se promener à Schaerbeek ou à Molenbeek, bon, c'est un quartier enfin une partie de Bruxelles dont le nom est malheureusement trop bien connu aujourd'hui. Il est indéniable qu'il y a
une communauté musulmane extrêmement importante, qu'il y a une pression sociale qui est mise par ce qu'on dirait des racailles en quelque sorte qui tiennent les quartiers, des imams dont on sait qu'ils tiennent des mosquées et qu'ils tiennent des prêches extrêmement violents, anti-belges, anti-occidentaux, anti-américains, etc., anti-juifs évidemment. Mais il ne faut pas nier le fait qu'il y a parmi toutes ces populations des gens d'origine tunisienne, algérienne, marocaine, etc., qui sont des petits commerçants, qui vivent de manière tout à fait paisible, qui n'ont absolument pas envie de se lancer dans le djihad ou même d'instaurer la charia en Belgique ou en France ou que sais-je. Oui, c'est toujours un problème extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'on est face à des masses humaines que l'anthropologie, quelque part, voudrait nous pousser à voir comme des blocs monolithiques, mais il est évident que, comme je le disais, il y a une forme de porosité, il y a malgré tout des gens issus de cette culture qui sont contents de vivre en Belgique, qui sont contents de vivre en Europe, qui ont compris que c'était dans leur intérêt, pour leur développement personnel, et que on vit dans une société plus évoluée enfin, malheureusement, que le Maroc ou l'Algérie, où il y a toujours beaucoup de pauvreté et d'arriération au niveau de l'éducation. Donc ça, c'est indéniable. Mais malgré tout, Alors, je pense que comme vous le disiez, la culture islamique doit passer par, et c'est ce qu'on a évoqué aussi dans notre première vidéo, doit passer par euh, une crise maximale, je vais dire, par un climax. Et c'est la chose, en tout cas moi, que je redoute le plus dans les années qui viennent ici, c'est que malgré tout, les plus déterminés, les psychopathes, les illuminés, comme on pourrait dire, vont de plus en plus passer à l'action et vont être de plus en plus dangereux. Et justement, je voulais vous demander aussi également, en fait, le directeur d'Europol a récemment déclaré qu'environ 5000 suspects radicalisés, donc sans détour des djihadistes, sont présents sur le sol européen et qui sont prêts à passer à l'action. Donc on sait également qu'environ 70% des migrants, ou plutôt des clandestins, en fait, hein, ce sont des gens qui n'ont pas le droit d'être ici, normalement, sont des hommes entre 16 et 40 ans, pour la très grande majorité. Ils sont non accompagnés. Non accompagnés, il n'y a pas de femmes ni d'enfants avec eux. Donc sans parler des proportions assez considérables des vagues migratoires actuelles, ni même des bagarres et des viols qu'il y a dans les certains camps de réfugiés, des exactions vis-à-vis de la population autochtone. On voit ce qui se passe à Calais notamment. Donc est-ce que c'est paranoïaque de suspecter qu'une partie significative de ces hommes en pleine force de l'âge, donc qui sont en train de migrer, dont on ne sait pas très bien tous d'où ils viennent. Certains viennent d'Albanie, d'autres viennent d'Afghanistan, enfin tous ne viennent pas de Syrie en tout cas. Est-ce que une partie d'entre eux ne pourrait pas être des soldats potentiels de l'État islamique qui, une fois armés, pourraient perpétrer des attentats dévastateurs sur le sol européen en fait? je pense évidemment que si, qu'il doit y en avoir. Alors après, sur le fait que c'est essentiellement des hommes, il ne faut pas oublier que souvent, l'immigration fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous avez les hommes qui partent devant et qui ensuite essaient de faire venir les autres. Pas oublier que c'est pour ça qu'on avait fait le regroupement familial aussi en Europe, qui était peut-être pas forcément une bonne idée, mais c'était pareil, c'était des gens qui étaient venus travailler en France, qui ensuite faisaient venir leur famille. Une fois qu'ils étaient sûrs d'avoir installé d'abord ils préféraient la laisser avec le reste de la famille, puisque les familles partent pas à 150, donc ils les laissent avec leurs cousins, etc. Et une fois qu'ils ont refait leur trou, il faut venir les autres, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous voulez, le fait que l'avant-garde soit composé essentiellement d'hommes dans la force de l'âge, c'est pas choquant. Hein. Ce serait curieux qu'on voit arriver que des enfants et des vieillards. Hein. En fait, disons que l'argument qui est avancé, c'est que, si je prends par exemple le cas de la Belgique, il y a eu une très forte immigration italienne pour venir travailler dans les mines de charbon, mais c'était et c'était des hommes évidemment principalement, et puis les familles sont venues s'installer après, mais c'était une immigration économique. Tandis qu'ici, on parle de migrants qui fuient la guerre. Oui, C'est pas tout à fait pareil. non, alors Donc c'est pas pourquoi est-ce pareil. que ces hommes ne se battent pas dans leur pays, justement? Alors ça, je peux pas parler à leur place, hein, parce que je les connais pas. Après, il faut voir aussi que ces hommes se battent dans leur pays. Beaucoup, la plupart et ça on en a parlé, vous avez l'essentiel de ces gens qui font une halte en Syrie. Hein. C'était le cas en Turquie. C'était le cas du père du petit Elan notamment, hein, si je me souviens bien. Donc en fait, ils fuient effectivement la guerre, mais ils vont dans un pays limitrophe où ils veulent pas rester, la Turquie, en l'occurrence. Ils y laissent leur famille parce que là, elle est en sécurité.
Et ensuite, ils deviennent migrants économiques et ils partent ailleurs. Parce que finalement, ce sont des gens qui, déracinés pour déraciner, préfèrent aller dans un endroit où, si vous voulez, c'est ça. Je pense que le plus dur, c'est de s'arracher à l'endroit où on est. Quand la guerre, et c'est pour ça que la guerre multiplie les migrants, parce que vous avez des tas de gens qui ne se seraient jamais lancés dans une... Justement, je parlais d'esprit d'entreprise tout à l'heure. Des gens qui ne se seraient jamais lancés à cette aventure parce qu'ils étaient attachés à leur chez eux. Si on leur bombarde leur maison ou qu'ils risquent d'être bombardés en y restant, là, ils s'enfuient. Et finalement, le fait d'être arraché, qui est le plus dur à leur milieu, ben, une fois que c'est fait, c'est fait. À ce moment-là, il y en a beaucoup qui, je pense, se transforment, sont effectivement des migrants de guerre, mais se transforment en plus en migrants économiques. C'est-à-dire, quitte à migrer, autant migrer dans un endroit qui sera économiquement meilleur, plutôt que d'aller m'installer en face pour être aussi pauvre. Vous voyez, je pense qu'il y a ce mécanisme-là qui doit jouer pas mal. Donc vous en avez qui laissent leur famille en Turquie ou au Liban, etc., qui partent ensuite vers l'Europe et qui de là espèrent faire venir leur famille. À mon avis, une grande partie de l'explication est là. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont des terroristes parmi eux? Ça, c'est pas du tout impossible, mais très honnêtement, je pense que euh, le danger est dans les populations qui sont déjà là. Vous parlez de Molenbeek. La plupart des terroristes qui ont frappé la France, hein, les Kouachi, les Koulibaly, et là les autres, la dernière fois, il y en avait tellement, j'ai même pas appris leur nom le 13 novembre, mais c'était des gens qui étaient nés en Europe, qui avaient été éduqués en Europe et qui sont devenus terroristes ici. Donc je pense que, pour le coup, il y a un petit peu une psychose de penser qu'ils vont venir. À mon avis, en plus c'est une psychose paradoxale parce que c'est une psychose qui est moins effrayante que la réalité, c'est-à-dire qu'en fait les tueurs sont déjà là. Ils sont déjà là, ils sont déjà parmi nous, ils sont même nés ici. C'est pas des gens qui vont venir. Je pense que c'est peut-être aussi un mécanisme de défense. On se dit si on empêche les migrants de venir, on n'aura pas de terroristes. Non, les terroristes sont déjà là. Vous en aurez peut-être quelques-uns qui seront parmi les migrants, mais à mon avis, l'essentiel des terroristes est déjà ici. C'est ça qui. Selon Europol, il y en a 5000. Donc certains ont été certainement faire un voyage en Irak et en Syrie, certains sont revenus, Et mais vous en avez qui c'est une profitent aussi, vous en avez qui profitent de l'afflux de migrants pour revenir pour en se revenir faisant dans la masse, parce que et encore, on se demande avec des faux pourquoi, papiers. puisqu'il y en avait un des deux là de Bruxelles qui avait été relâché en avance alors qu'il avait, je sais pas, fait un Il avait été braquage. signalé par la Turquie, oui. Voilà, puis il y en avait un qui avait fait un braquage, il a été relâché avant de finir sa peine, il est parti en Syrie, il est revenu, il n'a pas été inquiété. Donc à la limite, c'est superfétatoire comme précaution de se noyer au flux de migrants, mais je pense que c'est un phénomène qui existe aussi pas mal. Après, l'État islamique, sans doute, a profité aussi de l'afflux de migrants pour en envoyer, parce qu'ils se sont dit c'est une occasion. Mais je pense que ce n'est qu'une partie du problème. Enfin, je continue de penser malgré tout que ces vagues migratoires et bon, les exactions dont j'ai parlé, notamment les viols sur des non seulement sur des femmes d'origine musulmane dans les camps de réfugiés, mais également les agressions sexuelles qui a eu lieu à Cologne, à Hambourg, etc. Et toutes sortes bon, j'ai lu aussi le viol d'un petit garçon dans une piscine en Autriche. Enfin, ce genre d'anecdotes se multiplie en Suède aussi, il y a énormément de viols, et la plupart du temps, ce sont des exactions de personnes d'origine afghane ou africaine ou syrienne, etc. Donc ces genres de nouvelles ne font que s'ajouter au terrorisme islamique que nous connaissons pour le moment et ne fait que jeter de l'huile de plus en plus sur le feu dans, je vais dire dans l'inconscient, mais dans le conscient même des populations européennes. Donc, est-ce que c'est responsable de continuer à laisser venir toutes ces personnes-là? Est-ce que finalement les pays de l'Est, comme la Hongrie, la Pologne, etc., qui, elles, tous ces pays qui veulent se fermer à cette immigration-là, n'ont pas finalement le réflexe le plus responsable? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que si vous fermez à toute immigration, on peut se demander si vous jetez pas un petit peu le bébé avec l'eau du bain. En fait, c'est une grosse difficulté. Je vois pas trop de solutions à ça. Et alors c'est justement ce qui est inquiétant parce que quand il n'y a pas de solution en général, c'est que la situation risque de se solutionner d'elle-même et assez violemment, hein. C'est-à-dire que, Est-ce que c'est réversible cette mécanique? alors je ne très honnêtement je pense pas. C'est pour ça que je pense qu'on risque d'assister à des situations de rejet. Et vous savez, il y a quelques mois là, je crois que c'était autour du Nouvel An, il y a eu une sorte de pogrom en Corse qui n'a pas donné lieu
à des morts, hein, il n'y a pas Mhm. eu personne, enfin, il y C'était a une eu démonstration de force, voilà plus une qu'un démonstration pogrom. de force qui a tout de même terrifié les locaux parce que c'était attristant de voir ces gens issus de l'immigration mais qui eux travaillent, n'agressent personne et avec ces petits enfants qui pleuraient dans les bras de leur mère parce qu'ils ont été terrifiés après une réaction de la population locale qui elle-même est compréhensible après certaines exactions, si vous voulez. Donc, ce qui est très inquiétant, c'est ça, ces tensions qui naissent et qui risquent d'amener, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, à des réactions excessives de part et d'autre qui pourraient s'assimiler à de l'épuration ethnique, comme on en a vu très souvent dans l'histoire de l'Europe. Hein. C'est qu'on voit pour le moment, et c'est la même chose en Belgique, c'est que l'état de droit, l'état régalien, pour lequel quelque part la plupart des citoyens sont d'accord de payer des impôts, eh bien ce rôle essentiel de l'état régalien n'est plus rempli, et c'est pour ça que toutes ces cellules de djihadistes, et sans même aller aussi loin, énormément de banditisme, de petites racailles, peuvent pulluler et agir quasiment. Elles sont très très rapidement relâchées. Je veux dire, une des personnes qui s'est fait exploser à l'aéroport de Zaventem aurait dû faire une peine de prison Voilà, de c'est celui 9 dont je années parlais et tout puis il à n'en a l'heure. fait Ouais. que 4 ans finalement. Tout à fait. Je veux dire, Taubira n'est pas une exception. Je pense qu'il y a beaucoup de Taubira en Europe, dans les divers ministères de la justice, en tout cas dans les pays européens de l'Ouest. Je pense qu'il y a énormément de laxisme en Suède aussi, en Belgique. Enfin, on le voit partout, ce laxisme. Est-ce que c'est un besoin je ne sais pas, de compréhension de l'immigré, de plus grande tolérance? Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, cette tolérance, elle a été usée jusqu'à la corde et je pense que la réaction des Corses est de plus en plus les réactions des peuples européens qui sont à craindre ont quand même une part de légitimité, mais il ne faut pas que ça se généralise, que ça se tourne vers toutes les populations immigrées, c'est ça le problème. Et il ne faut pas aussi que ça, comment dire, qu'on continue aussi de dire que tous les Européens sont d'immondes racistes, parce que je pense que l'Europe est quand même, et reste la partie du monde avec les États-Unis qui est la plus ouverte à l'immigration, et donc on peut pas dire, enfin, ça me heurte moi quand on dit que des Belges ou que les Français sont racistes, alors que on est vraiment dans une culture extrêmement multiculturelle, donc c'est pas en continuant à jeter de l'huile sur tous les feux qui sont allumés que les choses vont se solutionner. Mais je voulais dire une dernière chose, c'est que vous parliez du besoin de main-d'œuvre, mais finalement, pourquoi ne va-t-on pas chercher cette main-d'œuvre dans les pays de l'Est ou en Ukraine ou en Biélorussie finalement? Pourquoi aller la chercher systématiquement au Maroc, en Algérie, etc. Ben, je pense pas que ce soit une question d'aller la chercher, la question c'est ce qu'elle veut venir. Pourquoi, Euh, alors, pourquoi, pourquoi ces populations européennes ne sont-elles pas attirées, elles, par l'Allemagne, par l'Autriche, par la Alors, France je pense que pour beaucoup c'est le cas, hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'immigration polonaise, etc. Je pense aussi que ce sont des pays qui sont libres, et les gens ont moins tendance à fuir aussi un régime politique, alors que les gens qui viennent d'Algérie fuient aussi une forme de chape de plomb. Faut pas oublier que c'est un pays qui était dans une guerre civile terrible il y a une quinzaine d'années encore. Donc, ce sont des gens qui fuient ça aussi, et qui fuient une extrême misère. Alors que des pays, si vous prenez les pays baltes, je crois que les pays baltes ont un taux on va dire, d'informatisation de la société, hein, c'est-à-dire un accès à Internet, etc., qui est plus élevé qu'en France. Ce sont des pays qui sont partis je veux dire, ils n'ont pas eu à se débarrasser du Minitel. Il fallait partir de zéro. Ils sont très vite rattrapés et donc ce sont des pays qui se développent pas mal. Donc je pense que c'est pour ça. Ils ont une grosse croissance chez eux. Ils n'ont pas de chape de plomb politique, même s'il y a des pays qui sont un petit peu inquiétants comme la Hongrie dans le tour qu'ils prennent, mais qui restent quand même des pays relativement libres par rapport à ces situations et puis ils sont voisins de l'Europe, donc ils peuvent commercer avec l'Europe. Ils sont dans le marché commun, ce qui n'est pas le cas des autres à l'extérieur. Et je et pense. l'Ukraine? On ne voit pas des centaines de milliers d'Ukrainiens débarquer en Europe non plus. Donc c'est peut-être pour la même raison. C'est parce que l'Ukraine, en tout cas une partie de l'Ukraine, on traitera peut-être ce sujet-là ultérieurement, mais une partie de l'Ukraine se tourne vers l'Europe et espère être à terme intégrée dans ce marché commun. C'est vrai, c'est vrai. Mais l'Ukraine, on en parlera une autre fois, je pense. On doit avoir d'autres questions à traiter aujourd'hui. Et je voulais vous demander peut-être une dernière question ici. Est-ce que durant l'Antiquité, la Grèce et Rome, est-ce qu'elles ont connu des vagues migratoires comparables à ce qu'on voit depuis environ 2014 ici? De telles ampleurs, d'une telle ampleur?
Alors, il faut savoir déjà que dans l'Antiquité, des vagues migratoires, il y en a eu en permanence. Parce que souvent, on parle des invasions barbares à la fin de l'Empire romain. Et vous avez beaucoup de gens qui écrivent encore des bouquins là-dessus, hein, en faisant, c'est la faute, enfin, c'est les barbares qui ont créé la chute de l'Empire, c'est parce que l'Empire a maltraité. Non, non, parce qu'il y en a eu tout le temps, en fait, si vous prenez par exemple les invasions gauloises, vous avez eu Brennos, le chef gaulois, qui a carrément mis Rome à sac, vous en souvenir, hein, c'était au IVe siècle avant Jésus-Christ. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, vous avez eu Marius qui est allé lutter contre les Cèmbres et les Teutons qui ont envahi la Gaule, hein, et qui, de la même manière, a menacé l'Italie romaine. Donc vous en avez eu tout le temps, en fait, des invasions barbares. Elles ont posé problème essentiellement à la fin parce qu'on avait un empire romain qui était devenu un empire romain très soviétisé dans sa structure, donc il était plus capable d'absorber ça, et notamment économiquement, hein. Je parlais des interdictions de travailler. On avait un empire qui se dépeuplait, qui avait plus aucune supériorité juridique, tout ça, donc voilà, la situation de la fin de l'Empire romain n'est pas comparable avec ce que vit l'Europe aujourd'hui. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de faire cette comparaison. Regardez, les Romains, ils sont morts à cause des barbares qui sont venus, regardez-nous, on a des barbares qui viennent, c'est pareil. Bon, non. Ça pose des problèmes comparables d'intégration, de compréhension entre les communautés, tout ça, mais c'est pas pareil. C'est pas exactement la même chose. Parce que, ne serait-ce que parce que, et j'en avais déjà un petit peu parlé, mais je pense que c'est un sujet sur lequel je reviendrai très régulièrement, parce que c'est au cœur de mon discours, nos sociétés européennes ou occidentales en général actuelles sont plutôt dans la mentalité et la structure de ce qu'étaient les sociétés gréco-romaines au 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ. Hein, pas après. Et à cette époque-là, les problèmes étaient différents, mais on avait quand même des problèmes un petit peu voisins, vous allez voir. Ça, j'en ai pas trop parlé jusqu'à maintenant. Alors, d'une part, il y avait, bon, j'ai déjà parlé des problèmes que posaient les ghettos juifs, hein, ça c'est une chose. Mais il y avait un autre problème qui était plus général, hein, qui était également, qu'on peut considérer comme un phénomène migratoire et qui se rattache au type de problème dont on parlait, c'était la piraterie. La piraterie dans l'Antiquité, au 1er siècle avant Jésus-Christ en particulier, était pullulante dans toute la Méditerranée. C'est-à-dire Rome avait vaincu Carthage, Rome s'était emparé de la Grèce, etc. Mais l'ensemble de la Méditerranée était rempli de pirates. Et les pirates, généralement, alors c'était pas des pirates comme au XVIIIe siècle, hein, avec le pavillon nord, etc. C'était des gens comme de la piraterie comme vous en avez aujourd'hui le long des côtes somaliennes ou ce genre de choses. C'est-à-dire des gens qui se tournent vers la piraterie pour survivre, souvent parce qu'ils n'ont pas de terre, parce que leur terre est en guerre, qu'ils ont dû s'enfuir, etc. Et donc des gens, pour subsister, vivent de rapines et de pillage. C'était ça la piraterie à l'époque. Il y en avait, alors donc, la Méditerranée a été infestée, donc en grande partie c'est des problèmes démographiques, parce que c'était des gens qui avaient dû partir de leur terre, qui n'avaient pas de terre, donc qui étaient. Et alors ça c'est devenu un problème qui était tellement lourd à l'époque, il faut savoir. Alors je crois que c'était dans les années 60 avant Jésus-Christ. Je sais pas si c'était 62 ou 65 avant Jésus-Christ, j'ai plus la date exacte, ça se trouve sur internet. Vous avez eu la guerre des pirates. La guerre des pirates, c'est les Romains qui ont décidé de s'occuper de régler ce problème pirate à l'échelle de la Méditerranée, parce que ça devenait insupportable. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Eh bien, vous avez une flotte pirate énorme, plusieurs centaines de navires, qui est arrivée à Ostie, qui était le port de Rome, hein, qui a saccagé le port de Rome, et qui a tué ou enlevé, je ne sais plus, quelques sénateurs. Donc c'était comme si vous aviez une flotte de migrants aujourd'hui qui arrivait à New York, d'accord, et qui saccageait New York, Manhattan, et qui repartait. C'est ça qui s'est passé. Donc ça a été une tollée, un truc, on s'est dit, bon, il est temps de solutionner ce problème, ça va plus, ils viennent jusqu'ici. Donc on a donné les pleins pouvoirs à Pompée, on lui a dit, vous prenez la moitié de toutes les forces romaines, et vous allez régler ce problème. Ce que Pompée a fait en 2 mois. Hein. Donc c'est pour donner une idée de l'ampleur du truc, c'est comme si demain, on prenait un général américain, on lui disait, bon, vous avez carte blanche, on lui donnait 2000 avions, 6 groupes aéronavals, et on lui disait, allez au Moyen-Orient, régler ce problème migratoire. D'accord? C'est ça le truc. Bon. Donc Pompée a réglé le problème, donc il les a battus un petit peu, et ensuite il a négocié avec eux, c'est comme ça que c'est terminé, il a négocié en les installant en Crète et dans le sud de l'Anatolie, hein, c'est-à-dire de la Turquie actuelle, en Lydie, où il leur a donné des terres.
C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, on prenait un endroit qui est pas trop peuplé, on disait on va y mettre les migrants. En fait, c'est ça qu'ont fait les Romains. C'est comme ça qu'ils ont réglé le problème, partiellement. Donc, ils ont désarmé les pirates, qui ensuite se sont mis à travailler pour les uns pour les autres. Une partie a été réduite en esclavage, hein, comme on faisait usuellement. Euh, et voilà, si vous voulez, comment ça s'est réglé. Donc, c'était ça, si vous voulez. Donc, on a plusieurs phénomènes. À l'époque des Romains, le problème qu'il y a eu avec la population juive et le problème avec les pirates, c'était deux problèmes différents qui étaient à peu près distants de presque un siècle. Nous, on a les deux à la fois parce qu'en plus, ces populations immigrées sont aussi musulmanes, pour l'essentiel, ce que j'ai comparé avec le judaïsme la dernière fois dans l'Antiquité. Donc aujourd'hui, on a un petit peu les deux problèmes à la fois, mais tout ce qui est, ce que vous parliez des viols, ces endroits où il y a des rapines calées, etc., ça se rapproche plus de ce qu'a été la piraterie pour les Romains. Donc ça a aussi existé, et à la même époque, vous voyez, et à mon avis, ce phénomène-là se rapproche beaucoup plus de ce qu'étaient les invasions barbares après, qui était un phénomène encore d'une autre ampleur. Parce que les invasions barbares, je pense qu'on pourrait en parler pour l'Europe actuellement, sur la proportion de l'Europe, ça ferait pas beaucoup, mais enfin, ça ferait plus que le million de personnes qui est arrivé et qu'on a essayé de placer à droite à gauche. Même si les Romains faisaient ça aussi, si vous voulez, mais sous l'Empire, c'était vraiment différent. Là, le problème qu'on a, c'est plus de la nature de ce qu'a été la piraterie pour Rome, qui sont problèmes qui sont finis par régler, mais qui se réglera peut-être pareil. C'est-à-dire que, vous savez d'ailleurs déjà, alors c'est pas au même niveau si vous voulez, mais l'Europe a fait appel à l'OTAN, et on a envoyé des navires de l'OTAN en mer Égée pour contrôler les flux migratoires. C'était il y a 2 mois, je crois, que ça a commencé à faire ça. Donc ça, c'est assez voisin. Et vous pensez que l'Union européenne pourrait finir par adapter ou adopter plutôt la solution australienne? Puisque ici, on voit bien que même si la voie par la Turquie, bon, il y a eu le deal avec Angela Merkel, là, donc apparemment la voie via la Turquie va devenir plus difficile, plus hermétique, puis les Balkans ont évidemment construit des murs de barbelés, etc. Donc ça devient beaucoup plus difficile de passer par ce côté-là. Donc apparemment, on parle d'environ 800 000, 1 million de personnes, peut-être davantage, qui sont en train d'attendre en Libye, et certains refont la tentative à nouveau. Il y a plusieurs milliers de migrants qui arrivent de nouveau par la botte de l'Italie, donc en venant de la Libye. Euh, les réfugiés vont continuer d'affluer encore et encore et encore. Donc est-ce que finalement on va... Justement, c'est ça peut-être ma dernière question pour cette vidéo, c'est que comment est-ce que vous voyez cette crise des migrants se terminer? Est-ce qu'elle va se terminer? Et comment va-t-elle se terminer? Mais si les choses se passent mal, ce qui est le scénario noir que j'évoquais tantôt, et qu'on finit par avoir des phénomènes d'épuration ethnique, en soi, les phénomène migratoire risque de se calmer assez fortement. Si les gens savent qu'ils risquent de se faire massacrer s'ils viennent, ils viendront plus. En plus, comme on aura l'occasion de l'aborder, je pense, dans d'autres vidéos, comme je pense que l'Europe est au bord de très gros problèmes géopolitiques, en particulier de guerre, avec tout ce qui se passe autour de la Russie notamment, il n'est pas impossible enfin, je veux dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'immigration en Europe a été assez faible. Hein, c'est pas l'endroit où les gens avaient envie de venir. Donc c'est le genre d'événement tragique qui peut détourner les phénomènes de migration. Finalement, si les gens continuent d'arriver, ça sera plutôt une bonne nouvelle. Ça voudra dire qu'on aura réussi à régler le problème de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de violence, et que les gens qui s'installent ici le fassent sans que l'Europe sombre dans le chaos. Donc finalement, si on s'en sort bien, les mouvements de migration continueront parce qu'ils se passeront bien. S'ils se passent pas bien, ils s'interrompront. Est-ce que la possibilité inverse vous semble envisageable, c'est-à-dire la remigration, du moins pour les éléments les plus perturbateurs et les plus dangereux de la société? Alors, je pense que c'est déjà, enfin, la remigration, non. La remigration, enfin, je l'assimilerai à de l'épuration ethnique soft. Si on décide de prendre des gens qui sont déjà ici, et pas qui viennent d'arriver, hein, et de les renvoyer en leur disant vous êtes issus de tel endroit, on vous y renvoie. En revanche, le problème de fermer, d'interdire aux gens de rentrer, c'est un petit peu ce qu'on a fait en négociant avec la Turquie.
Hein. Ce qu'on faisait avec Kadhafi avant, hein, parce que finalement aujourd'hui les gens viennent se noyer en Méditerranée, mais avant on demandait à Kadhafi éventuellement de les empêcher de venir, quitte à tirer. Hein. Donc avant ils disparaissaient dans le désert probablement, maintenant ils disparaissent en Méditerranée, alors on les voit, mais c'est un petit peu le même principe. C'était Euh, Kadhafi qui faisait le sale boulot, en fait. voilà. Au fond, on est en train de kadhafiser Erdogan, quoi, en lui demandant alors on lui donne un petit peu d'argent, comme on faisait avec l'autre, ce qui est pas énorme d'ailleurs, parce que je veux dire, je crois que je l'avais dit la dernière fois, c'est 2 jours de QE de Draghi. C'est Hein. 2-3 milliards d'euros, Voilà. c'est Donc dérisoire, oui. deux fois on lui a donné, donc du coup on doit être à 6 milliards, mais enfin, ça fait pareil, hein, maintenant que Draghi, combien? C'est 80, 85 milliards par mois. ouais, par mois, donc c'est rien, quoi, c'est 2 jours de QE, c'est rien. Donc vraiment, ça coûte. Ça coûte pas cher. Je pense que ça va régler le problème. Et puis en plus, autre chose importante à voir, c'est que si, comme je le disais au début, les sociétés musulmanes du monde arabe se démocratisent et se laïcisent, comme l'ont fait les pays européens, ben finalement, ils finiront par se retrouver un petit peu dans la même situation que les pays d'Europe de l'Est au lendemain de la chute de l'URSS, et sans doute que ça atténuera les flux migratoires et que ces pays commenceront à se développer correctement comme l'ont fait les pays d'Europe de l'Est une fois qu'ils ont été libérés. Voilà. Mais cette question de la laïcisation des terres islamiques me paraît nécessaire comme préalable à cette évolution et comme corollaire de cette évolution. Oui, je le pense aussi, d'autant plus que, si je puis dire, quand on prend le pouls des populations européennes de l'Ouest, en tout cas, qui, elles, connaissent cette immigration depuis des décennies, je pense qu'il y a, malgré tout, je ne pense ne pas exagérer ni être dans l'outrance en le disant, il y a un certain ras-le-bol par rapport à cette immigration. Je pense que ce n'est même pas pour des questions exclusivement de religion ou de prosélytisme ou de personnes qui veulent imposer leur mode de vie, leur culture islamique dans l'espace public ou plus globalement essayer de s'imposer tout simplement, de s'approprier des territoires, mais c'est aussi des questions, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a de plus en plus de dépendance par rapport aux États-providence, il y a énormément de gens qui sont sur les aides sociales, et on est vraiment pour le moment dans une perspective, dans beaucoup de pays de l'Union européenne, avec des perspectives de croissance très très mauvaises. Et comme vous le dites, comme il y a en plus de ça un danger géopolitique, voire un danger de guerre avec la Russie, disons-le explicitement, ces problèmes migratoires, je pense, devront être réglés dans les 2 ans qui viennent. Sinon, ça ne peut faire que exploser. Enfin, on voit, j'ai encore vu hier, ce samedi ici, donc aujourd'hui on est le 3 avril, et donc ici, le 2 avril à Molenbeek, il y a eu des, une manifestation qui a été annulée, interdite. Donc des identitaires voulaient venir, ils ne sont pas venus, mais malgré tout, énormément de jeunes maghrébins issus des quartiers de Molenbeek ont commencé à se battre avec la police. Il y a eu des exactions, et donc le seul fait d'annoncer qu'il va y avoir une manifestation crée déjà des étincelles de guerre civile. Oui. Donc ce sont vraiment, quand on prend le pouls de ces faits divers-là, c'est, à mon sens en tout cas, ça signifie clairement que la société est prête à exploser. C'est vrai, c'est le danger, mais c'est pour ça que là on a tout un tas de questions qui doivent se régler en même temps. Je disais la laïcité dans l'islam, l'apaisement des endroits de ce monde arabe qui crée aussi des tensions parce que le fait qu'il y ait tension dans le monde arabe fait voir aux Européens les Arabes qui sont chez eux d'un certain œil, en se disant, puisque les autres, chez eux, là-bas, d'où ils viennent, se comportent comme ça, alors ça jette un regard de suspicion sur les gens qui sont ici, mais c'est pas les mêmes. Inversement, les gens qui voient ce qui se passe là-bas chez eux et la perception qu'en ont les Européens peuvent en nourrir du ressentiment. Donc il y a vraiment en plus ce qui se passe en dehors de l'Europe affecte ces populations à l'intérieur de l'Europe. Elle les affecte en la façon dont les Européens les voient et la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes. Donc c'est pour ça que l'évolution dans le monde arabe doit permettre de régler ça, mais par contre ça n'arrivera pas dans les 2 ans. Hein. La laïcisation c'est quelque chose
qui demandent un petit peu plus de temps. Alors il y a des pays qui seront sans doute bien dans 2 ans, pour d'autres ça risque d'être compliqué, par exemple Là, je l'Algérie. parlais au niveau de l'Union européenne, et Oui. justement, ça peut-être, ça nous permet de conclure cette vidéo, puisque peut-être que la prochaine qu'on fera, elle sera consacrée à un sujet différent, c'est-à-dire l'Union européenne. Mais justement, ma question, c'est est-ce que les élites européennes, ou est-ce que des personnes ayant des statures de chef d'État, qui vont peut-être remplacer ces élites européennes, vont avoir, je vais dire, les épaules assez solides pour affronter ce problème. Et quand je dis affronter ce problème, c'est justement d'éviter les violences, les épurations ethniques et essayer de solutionner ça de la manière la plus intelligente et la plus pacifique, mais néanmoins ferme possible. Donc ça, c'est une question qui me semble en tout cas essentielle dans le court terme. On ne peut pas attendre la laïcisation des pays musulmans. C'est quelque chose qui me semble plus urgent, en tout cas pour nous, en tant qu'Européens. Oui, c'est quelque chose qui est plus urgent, mais là encore, je reviens dessus. Je pense que les élites européennes ont réagi en partie sur ce problème-là via les accords qu'ils ont cherchés à la Turquie. Alors, on les a encore critiqués en expliquant qu'ils vendaient avec Erdogan, etc. Mais enfin bon, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Si on demande à Erdogan de faire du sale boulot, il faut pas estimer qu'on se couche devant lui. Je veux dire, on le paye, pas cher, encore une fois, je viens de le dire, c'est vraiment pas cher vu le boulot qu'il y a à faire. Donc on ne peut pas reprocher aux autorités européennes ce travail qui a été fait. Pourtant, c'est souvent les mêmes qui font ça, hein, qui disent à la fois oh l'immigration, il y a trop de gens qui viennent, il faut régler ce problème-là, et ah non, on va pas donner de l'argent à Erdogan pour non, on peut pas faire les deux. Au contraire, il y a une solution qui de ce côté-là était pas mal trouvée à mon avis. Le problème, c'est que l'afflux, lui, il vient aussi de Libye, hein, et il va probablement s'accentuer par la Libye si on le C'est bloque. ça, quand on bouche un trou, il y a un autre qui commence Voilà, à fuir. voilà, surtout que, en plus, ce qui est inquiétant, j'en parlais il y a un instant, c'est que si l'Algérie, vu la baisse des prix du pétrole et vu Bouteflika qui n'est pas éternel et qu'il est de moins en moins, même s'il vient souvent se faire soigner chez nous, tout en nous critiquant, finira par disparaître, on ne sait pas trop ce que l'Algérie donnera, qui pourrait devenir une nouvelle Libye. Euh, Ça, à ce moment-là, ça ouvrait un autre trou. Donc, il va falloir se soucier de ces trous-là sur la façade méditerranéenne. Ça va Euh, devenir un problème de plus en plus crucial parce que ces problèmes migratoires alimentent les mouvements populistes et je vais dire quelque part c'est une réaction légitime du bon sens commun. On ne peut pas accueillir, comme le disait Monsieur Rocard, toute la misère du monde. On peut en accueillir une partie, mais il y a une limite et je pense que, en tout cas c'est mon avis personnel, je pense que beaucoup d'Européens le partagent. Je pense que l'Europe a été déjà extrêmement généreuse pendant des décennies et que maintenant on arrive à un trop-plein. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il va falloir, en tout cas c'est mon avis, et personnellement c'est ce que je souhaite, qu'on va en arriver à une solution à l'australienne, donc c'est-à-dire reconduire tous les bateaux vers les côtes méditerranéennes et ne plus les accueillir parce que pour le moment, par exemple, la marine italienne continue d'accueillir les bateaux, de les remorquer et quand les migrants arrivent sur le sol européen, alors là ils entrent dans un engrenage, je vais dire juridique, où ils ont des droits et alors avant qu'on ne puisse les expulser, ça prend énormément de temps et bon, voilà, ils sont sur le territoire européen, ils sont même dans l'espace Schengen, certains s'échappent et commencent à circuler on ne sait pas où et j'ai lu déjà plusieurs articles aussi qui expliquaient que même l'Allemagne a perdu la trace de plusieurs centaines de milliers de migrants, donc oui, c'est on quand même parlait de 130 000. hallucinant, quoi. Oui, oui, ça sont des problèmes qu'il faudra gérer, mais je pense qu'effectivement, une des prochaines urgences sera en Libye, où l'État islamique est en train de s'installer également pour fuir ces bastions qui sont en train de lui être enlevés au profit plutôt de l'Iran. Hein, mais bon, ça, c'est un sujet qu'on réabordera peut-être une autre fois. Oui, tout à fait. Voilà, d'autres questions? Non, je pense qu'on peut en arrêter là pour cette fois-ci. D'accord. Eh bien, on va arrêter là. On fera peut-être une autre vidéo d'ici une semaine, je l'espère, si on trouve le temps de la faire. Avec plaisir. Donc, saluons tous les téléspectateurs qui peuvent partager cette vidéo si elle les a intéressés. Ne pas hésiter à regarder toutes les autres vidéos de la chaîne qui pourront compléter leur vision du sujet en attendant la prochaine vidéo qui devrait, oui, arriver d'ici moins d'une dizaine de jours. Au revoir à tous, au revoir Sébastien. Au revoir Philippe Favry.